Bonjour, bonjour, on se retrouve dans ce nouveau chapitre où on va essayer de découvrir un principe un petit peu plus complexe que d'habitude, qui va être la gestion de l'asynchronisme en programmation avec la création de promesses. Alors dans cette vidéo, on va essentiellement expliquer le principe des promesses, voir un petit peu comment ça s'écrit et voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis dans la vidéo suivante, on essaiera de mettre en application tout ça grâce à l'API Fetch. Donc on pourra contacter une application donc sur un serveur, récupérer des données et ensuite les restituer dans notre site internet. Alors je vous disais avant de commencer, ce qu'il va falloir comprendre, c'est déjà le système de synchronisme et d'asynchronisme en JavaScript. Donc pour ça, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que toutes les actions en JavaScript se font de manière synchrone. Alors attention, synchrone, il ne faut pas voir ça comme en français. Un programme synchrone, ça veut dire que les actions ne se font pas en même temps, mais elles vont se faire les unes après les autres. C'est-à-dire qu'on aura l'action 1, une fois que l'action 1 est terminée, on aura l'action 2, une fois que l'action 2 est terminée, on aura l'action 3 qui va s'enclencher. Le problème de ce système-là, qui est le système par défaut de JavaScript, il exécute en fait les lignes de code les unes après les autres. Le problème en fait, c'est que si jamais j'ai une action qui bug, eh bien du coup, tout mon programme va planter derrière. C'est-à-dire que l'action 2 et l'action 3 ne vont pas s'exécuter derrière. Donc si jamais j'ai une erreur dans mon code, eh bien tout le système va bloquer et ma page va complètement bugger à la fin. Alors on va faire tout de suite un petit exemple du coup. Si jamais, bon là j'ai pris une page HTML de base, du coup je vais créer une petite balise script juste en dessous. Je vais faire juste un console.log de mon action 1. Voilà. Je vais dupliquer ces lignes-là et puis je vais faire une action 2, une action 3. Donc là, pas de problème. Si je vais sur la page internet, que j'ouvre l'inspecteur, j'ai bien en console mes actions qui se déroulent les unes à la suite des autres. Mais si jamais j'ai une erreur de code, donc par exemple, je faisais par exemple un truc comme ça, console, et puis sans le point log, du coup il ne sait pas quoi faire. Donc là j'ai une erreur de code, on va dire. Qu'est-ce qui se passe du coup au niveau de l'inspecteur? Eh bien tout le code est planté. C'est-à-dire que ok, il s'arrête finalement dès la ligne 11 ici. Dès cette ligne-là, il voit qu'il y a un bug, du coup il n'exécute pas les deux lignes en dessous. Donc ça, dans certains cas, ça va être très embêtant parce que du coup, on va avoir besoin souvent de charger des données depuis un serveur, par exemple. C'est souvent le cas quand on utilise les promesses. On va souvent charger des données depuis un serveur ou depuis un fichier. Et si jamais, pour une raison X ou Y, je n'ai pas accès à ces données-là, ou tout simplement ces données-là mettent du temps à arriver, eh bien, ça veut dire que tout mon code derrière va planter. Alors du coup, depuis la version ES7, nous avons maintenant un système d'exécution dit asynchrone grâce au système de promesses. Pour vous expliquer un petit peu le principe, j'ai fait un petit schéma. Forcément, nous avons en JavaScript ce qu'on appelle le main thread, c'est-à-dire l'exécution principale. On a les codes de base en JavaScript qui vont s'exécuter les uns après les autres. Mais nous, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est rajouter des promesses. Donc, exécuter des nouveaux fils d'exécution. On va faire une petite dérivation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va commencer un système de promesses à ce niveau-là, et puis on va lui dire, quand tu as résolu la promesse, c'est-à-dire quand ce que la promesse doit renvoyer est bien accessible, et bien dans ce cas-là, tu reviens sur le fil principal. Ce qui fait que le code va pouvoir se dérouler sans erreur, puisque l'action asynchrone va s'exécuter quand elle le pourra. Et puis on pourrait exécuter comme ça plusieurs systèmes de promesses, plusieurs actions asynchrones, afin de ne pas casser finalement le fil principal, le main thread. Alors la définition d'une promesse, en fait, c'est une valeur qui est disponible soit maintenant, soit dans le futur, soit jamais. On va parler du coup d'état de la promesse, soit elle est résolue, c'est-à-dire que tout a bien marché et on a résolu notre promesse, soit elle est en cours, soit elle a été cassée et du coup on n'a pas le résultat de la promesse. Alors un petit peu comme d'habitude, les promesses, on va le faire en deux étapes. Donc on a d'abord la création de la promesse et puis après il faudra capter l'état de cette promesse-là. Pour créer une promesse, il va falloir utiliser un objet qui s'appelle promise. Donc on va créer une constante, souvent, qu'on va appeler un petit peu comme on veut, donc la constante promise ici,
qui est égal à new promise, donc à l'objet promise. Alors dans cet objet promise, on a le premier paramètre qui est un peu spécial, qui est une fonction d'exécution. Donc on va appeler une fonction qui a elle-même deux paramètres, le resolve et le reject. Donc soit la promesse est résolue, soit la promesse est cassée, et du coup elle a bugué si vous voulez. Et du coup on a eu une erreur au niveau de la promesse. À l'intérieur de cette fonction-là, du coup il faudra rappeler des fonctions resolve, donc pour dire, ok, quand j'ai résolu ma promesse, qu'est-ce que je renvoie? Donc ici, je renvoie le texte fou, par exemple. Et si jamais la promesse est cassée, du coup, j'appellerai la fonction reject, et je renverrai ici le texte bar. Alors, deuxième étape au niveau de la promesse, du coup, il va falloir maintenant capter l'état de la promesse. Donc, pour faire ça, on va utiliser, du coup, notre objet promesse, notre constante qui contient la promesse. Et on a plusieurs méthodes dessus. Donc on a la première méthode qui s'appelle Zen, qui va nous renvoyer ce qui a été résolu. Donc ça va capter finalement le resolve. Cette méthode Zen récupère une fonction en paramètre qui a elle-même en paramètre ce qui a été résolu, ce qui a été renvoyé par la fonction resolve. Donc ici j'ai renvoyé foo dans la fonction resolve. Du coup quand je récupère ici le data resolve, et que je l'affiche dans la console, ça va me redonner le foo en affichage. Deuxième méthode à notre promesse, c'est le point catch. Et donc le catch, lui, va capter finalement le reject. Donc tout ce qui a été reject par la promesse se capte par le catch. Et donc c'est le même principe, on récupère une fonction en paramètre, une fonction anonyme, qui a pour paramètre ce qui a été renvoyé par le reject, donc ici le bar. Et si j'affiche le console.log, eh bien ça va me renvoyer finalement ce que le reject m'a renvoyé. Alors on a une troisième méthode qui s'appelle finally. Bon, je vous laisserai aller lire la documentation. Sachez que on a souvent l'utilisation du zen et du catch principalement. Alors après cette explication un petit peu brève et peut-être un petit peu abstraite pour certains, on va essayer d'aller voir le code et puis de comprendre un petit peu mieux tout ça. Voilà, on se retrouve dans le code. Alors du coup, je vais enlever mes petits console.log là qui m'embête. J'ai commencé à créer des petits fichiers. Donc là, pour l'instant, j'ai juste un fichier HTML qui contient juste un HTML5 de base. Et dans la partie JS, par contre, j'ai créé des petits fichiers. Donc j'ai créé un user.js qui me crée une constante, en fait, donc constante users, qui est un tableau d'objets. Donc entre crochets, j'ai créé des petits objets, donc avec un ID et un name. Puis j'ai fait exactement la même chose dans le fichier news.js. Donc j'ai créé une constante qui est pareil, un tableau d'objets. Et on va dire qu'il y a des petites news qui sont stockées ici dans le fichier news.js. Le but du jeu, en fait, ça va être de récupérer ces deux données-là dans le fichier promise.html et dans le fichier app.js. Donc je vais relier tout ça. Au niveau du fichier HTML, du coup, j'ai créé un petit script. Eh bien, on va dire que la source va être égale à donc, le dossier JS et je vais récupérer d'abord user.js. Voilà, je vais dupliquer plusieurs fois cette ligne-là. Du coup, le deuxième, je vais charger les news.js et puis après, je chargerai du coup le fichier qui va faire la liaison entre les deux, donc le app.js. Alors du coup, je les écris dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai d'abord le chargement de users et de news, et enfin le fichier app, puisque le fichier app sera la liaison finalement entre tous les fichiers, et donc ça va charger un petit peu tout. Dans mon fichier du coup app.js, je vais tester, du coup on va faire un console.log, et je vais regarder s'il y a bien les users. Hop, users, et je vais dupliquer ça, on va essayer d'aller voir aussi les news. Je les ai écrits en majuscule, c'est des constantes. Voilà, du coup, si je vais sur ma page internet, j'ai bien des petits tableaux dans la console, il y a bien les users et il y a bien les news. Donc là, tout va bien, mais on est dans un système synchrone. Du coup, ça veut dire qu'on est sûr finalement que les users et les news sont accessibles pour les travailler après dans notre JavaScript. Or, généralement, ces données-là sont stockées sur un serveur et du coup, il va falloir contacter le serveur pour récupérer ces données d'utilisateurs et de news.
Le problème, c'est que si jamais j'ai un problème de connexion, par exemple, je n'ai pas accès aux utilisateurs, et bien du coup, ça va me faire planter le système de news aussi derrière. Exemple ici, si jamais je vais dans le fichier HTML et que je commentais le chargement de users.js, donc je sélectionne, je fais un contrôle de points, je n'ai plus le chargement du fichier de users, mais je l'appelle dans le app.js, je fais le console log de users. Quand j'enregistre tout ça et que je vais sur la page internet, et bien du coup tout plante puisque la première ligne du fichier app.js plante. Dans ce cas-là, je n'ai même plus accès aux news. Donc pour éviter ces problèmes-là, et bien du coup on va devoir mettre en place un système de promesses et exécuter du code asynchrone au sein de notre application. Alors c'est parti du coup, je repars dans le code, on va remettre ici, donc je vais décommenter le chargement du users, je vais ici enlever les consoles.log et du coup on est parti pour créer notre première promesse. Alors pour créer une promesse du coup, on va se créer une petite constante qu'on va appeler, on va dire promise get users par exemple, voilà, qui va être égal à donc un nouvel objet, donc new promise, voilà, qui a pour paramètre une fonction. Cette fonction a elle-même deux paramètres, le resolve et le reject. On va ouvrir les accolades juste derrière, donc c'est les accolades de la fonction anonyme. Donc le but du jeu ici, ça va être de demander est-ce qu'on a accès à notre constante users en fait. Donc on va faire une petite question. Si users n'est pas égal, donc différent à point d'exclamation double égal à le texte undefined. Donc ça veut dire que la constante users existe. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va renvoyer en résultat de notre promesse les users. Donc, pour renvoyer, on fait un resolve. On appelle la fonction resolve. Et qu'est-ce qu'on envoie comme donnée? Eh bien, on envoie users. Deuxième cas possible, si jamais je n'ai pas, donc sinon, ça veut dire que je n'ai pas accès à cette constante users, elle n'existe pas, donc le fichier n'a pas encore été chargé en fait. Donc ça veut dire que ma promesse ne va être non résolue. Du coup, il va falloir appeler la méthode qui s'appelle reject. Voilà. Et qu'est-ce qu'on renvoie? On va renvoyer un petit texte par exemple. Donc on va dire accès aux users impossible. Donc j'enregistre tout ça et du coup on a créé ici notre première promesse. Donc ici on a un petit commentaire création de la promesse. Donc maintenant je vous disais on a une deuxième étape qui va être le fait d'écouter l'état de la promesse. Donc ici on va récupérer l'état de la promesse. Voilà. Pour faire ça, je récupère ma constante promise getUsers. Je vais lui appliquer une petite fonction, donc zen, pour récupérer ce qui se trouve dans le resolve. Donc zen, j'ouvre la parenthèse. Le zen prend en paramètre une fonction anonyme, donc function. Voilà. Et on a en paramètre de cette fonction-là les données récupérées. Donc qu'est-ce qu'on va récupérer? Nous, on va récupérer les users. Donc on pourrait l'appeler U. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre les accolades et je vais faire un console.log ici des users, donc de U. Si jamais la promesse n'est pas résolue, et bien dans ce cas-là, il va falloir que j'attrape la reject. Et donc pour attraper le reject, on peut chaîner, c'est-à-dire qu'on peut mettre derrière un point catch. Voilà. Et du coup, c'est le même principe. On va appeler, je vais faire un copier-coller pour que ça soit plus rapide. On va récupérer une fonction anonyme. Qu'est-ce qu'on va récupérer? On pourra récupérer ici une erreur, donc je vais l'appeler E, et dans ce cas-là, je vais afficher en console l'erreur à afficher. Voilà, quand j'enregistre, il me fait le petit rangement qui va bien. Et du coup, si je vais maintenant sur la page web, eh bien, on a bien notre fichier avec bien le chargement de notre tableau users qui s'effectue.
Donc ici, tout s'exécute d'un seul coup, parce que tout est accessible, hein, tout fonctionne, on va dire. Si jamais je m'amusais à faire un petit temps de latence, donc par exemple, je vais couper toute la fonction si ici, je vais la mettre dans le presse-papier, je vais créer un petit temps de latence donc avec un setTimeout. Donc on va attendre un petit peu de temps, on va créer une fonction anonyme en paramètres. Cette fonction-là va m'exécuter la fonction si finalement, et je veux attendre par exemple 2 secondes avant d'exécuter ma fonction si. Donc si maintenant j'enregistre tout ça et je réactualise ma page internet, voilà, on attend, et au bout de 2 secondes, on a la récupération des données. Donc ce qui fait que on aura la récupération par exemple après le chargement depuis le serveur. Alors l'intérêt de tout ça, c'est que du coup, ce n'est pas bloquant. C'est-à-dire ce temps d'attente n'est pas bloquant pour le reste du code. C'est-à-dire que si par exemple, je mettais ici un petit console.log, donc en dehors, dans le contenu principal, hein, je faisais un petit console.log de, on va dire, autre action. Autre action. J'enregistre tout ça et je retourne sur ma page web. J'actualise. Du coup, j'ai bien l'autre action qui se fait, et au bout de 2 secondes, j'ai la récupération du tableau. Ce qui fait qu'on a bien un système asynchrone. On exécute d'abord le thread principal. Donc ici, on est dans le thread principal, alors que la promesse est sur un autre fil, un autre chemin finalement, et elle s'exécute quand elle le peut. Alors du coup, c'est assez rigolo, c'est que ici, on pourrait croire que si je faisais un console.log, ici, je suis en fait avant la récupération de la promesse. Donc ici, on va faire, ça c'est le début de la demande, début demande users. Voilà. Et puis ici, je vais copier-coller. Ici, j'ai la fin de la demande de users. Hein, au niveau du code, si on lit de haut en bas, on a d'abord le début, ensuite la récupération des users, et ensuite la fin. Mais on va voir que ça ne va pas se passer comme ça. Si je retourne dans la page internet, et bien voilà ce que ça fait. On a le début qui s'affiche, ensuite la fin qui s'affiche, et ensuite la résolution de la promesse qui arrive plus tard, du coup qui arrive quand elle le peut. Et même si j'enlevais ici le setTimeout, voilà, je vais enlever le temps d'attente, je vais revenir comme au départ où il y avait juste la fonction si et le sinon, j'enregistre tout et je repars sur ma page web. Et bien regardez ce que ça fait, hein, j'ai beau actualiser, on a le début de users, la fin de la demande de users, et ensuite la résolution de la promesse. Pourquoi? Parce qu'il va exécuter en fait le thread principal par défaut. C'est-à-dire qu'il lit un petit peu tout le code, il se dit ça c'est dans le fil principal. Ça c'est dans le fil principal, donc je les exécute, et après, du coup, j'ai la promesse qui va s'enclencher. Alors je vais faire un petit coup de ménage déjà dans les consoles.log, voilà, celui-là je vais l'enlever et celui-là je vais l'enlever, on a bien la récupération de l'état. Ce qui est petite chose intéressante, c'est que au niveau des n, donc le fait que ça soit résolu, les n peuvent se chaîner encore. C'est-à-dire que, ok, on récupère l'état résolu de notre promesse, mais dans ce zen-là, on va pouvoir return des choses. Donc si je return, par exemple, je veux le nombre d'utilisateurs, donc je ferai u.length. Alors du coup, ça voudrait dire que ce qui est renvoyé ici au niveau de mon return, je peux le réattraper grâce à un nouveau zen qui serait chaîné. Donc .zen, je récupérerai donc une fonction anonyme avec en paramètre ici nbuser par exemple, nbusers, et du coup, je récupérerai des petites actions. Donc on va dire console.log, hop, console.log, et je voudrais afficher un petit texte. Donc il y a ah tiens, je vais changer les guillemets, je vais plutôt écrire avec des accents graves, quelque chose comme ça. Hop, je vais le copier-coller ici. Ça me permettra du coup d'utiliser une notation avec le système des dollars et de récupérer in nbusers, la variable, et de rajouter ici utilisateur. Et il me dit qu'il y a une petite erreur de code. Ah oui, ici, forcément, si j'écris pas fonction
dans le bon sens, ça peut pas marcher. Voilà, j'enregistre tout ça et je vais voir le code. Du coup, je récupère bien toujours mon tableau et une fois que j'ai récupéré mon tableau, je peux réafficher maintenant le nombre d'utilisateurs à l'intérieur du tableau. Donc on pourrait avoir comme ça plusieurs traitements chaînés les uns à la suite des autres, puisque si on a un premier résultat, ben à partir de ce premier résultat, on fait un nouveau traitement, on crée un deuxième résultat, etc. etc. Alors, petite chose, c'est que si jamais maintenant je voulais, plutôt que d'afficher en console le tableau des utilisateurs, bah, je voudrais les afficher finalement dans ma page. Donc nous, on sait que par exemple, l'utilisateur numéro 0, bah, c'est Toto. Du coup, on va aller au niveau de notre app.js, au niveau de la console.log de U. En fait, si je veux récupérer le premier utilisateur, ça ferait entre crochets 0. Et on voudrait le nom du premier utilisateur, donc u0.name. Dans ce cas-là, si je vais voir la page web, j'ai bien le Toto qui s'affiche. Donc ça voudrait dire que si maintenant je veux afficher le Toto dans ma page, et bien du coup au niveau de mon promise.html, je vais créer un ID users par exemple. Donc ça fera une div qui aura l'ID users. Et au niveau de ma page JavaScript, et bien ça, plutôt que de faire un console.log, voilà, je vais faire plutôt un document.querySelector. Voilà, je vais récupérer quoi? Et bien je dois récupérer le dièse users de ma page HTML. Et je veux changer son HTML, donc .inner HTML, et ça sera égal du coup à l'utilisateur. Quand je retourne sur ma page web, j'ai bien mon Toto qui s'affiche. Alors si maintenant je veux afficher tous les utilisateurs dans ma page HTML, bah, il va simplement falloir faire une boucle. Donc si je retourne ici, je vais créer une petite boucle for. For, je vais créer une variable user au singulier du tableau U, finalement, qui contient tous mes utilisateurs. Je vais ouvrir les accolades derrière. Donc dans ce cas-là, je vais déplacer le document querySelector à l'intérieur de ma boucle for. Et par contre, alors, il ne faut pas faire égal à U, parce que déjà si je fais égal, ça veut dire qu'à chaque boucle, il va changer le inner HTML, et du coup on verra que le dernier utilisateur, parce qu'il va écraser au fur et à mesure. Donc il faut concaténer, donc il faut faire plus égal. Et ce n'est plus ma variable U, mais c'est ma variable user maintenant, donc user.name. Quand j'enregistre tout ça, que je retourne sur la page web, on a bien les trois noms qui s'affichent. Par contre, c'est pas très joli, puisqu'ils sont les uns à côté des autres. Donc ce qu'on pourrait faire, bah, c'est faire une petite liste à puces. Donc je vais d'abord créer une petite variable let list par exemple, voilà, qui va être égale à un petit texte, qui va être égal en fait à un début de liste à puces, donc à UL. J'enregistre ça et lors de ma boucle for, en fait, je ne vais pas tout de suite changer le inner HTML, je vais en fait rajouter à ma liste le nom. Donc pour faire ça, je modifie un petit peu mon code. Le document querySelector, je vais aller le mettre un petit peu plus bas. Voilà, je vais plutôt concaténer à list. Donc list est concaténé avec user.name, mais il faut que j'ai des balises li. Donc du coup, je vais utiliser ici le guillemet grave. Voilà, hop, comme ça. Le guillemet grave, voilà. Donc je vais pouvoir créer une petite balise li, la fermer juste derrière. Voilà, et utiliser du coup l'écriture avec le dollar entre les deux, puisque on aura l'accès à une variable. Voilà, donc les LI vont se générer du coup dans la boucle et vont s'ajouter à notre liste. En fin de boucle, eh bien, il faut que ma liste est quand même en concaténation, donc en plus égal, eh bien, il faut qu'on ait quand même la fermeture du UL. Donc fermeture du UL derrière. Une fois que cette variable liste est complétée finalement, et bien là on va changer le document querySelector inner HTML et on va mettre dedans la liste. J'enregistre tout ça. Du coup, si je retourne maintenant sur ma page web,
j'ai bien ma liste puce qui est générée avec les 3 noms à l'intérieur. Alors je repars dans le code, du coup on va faire un petit coup de ménage encore. Je vais enlever le nom d'utilisateur, là c'était juste pour vous montrer la possibilité de chaîner les promesses. Donc ça je vais enlever le deuxième point z, je vais enlever le return de l'utilisateur.length. Je vais enregistrer tout ça, on va faire un petit coup de ménage, voilà. Du coup, je vais faire maintenant la même chose pour les news. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais tout prendre. Je vais prendre la création et la récupération de la promesse. Je vais copier. Je vais le mettre un petit peu plus bas. On va faire petite décoration, hein. Donc là, ça sera les news. Hop, CTRL 2 points pour le commenter. Et je vais coller tout ça. Donc on recommence. Maintenant, il faut que je crée une promesse qui va me récupérer les news. Voilà, donc c'est une nouvelle promesse. On vérifie qu'on a accès du coup à notre constante news. Si jamais elle n'est pas undefined, et bien du coup on renvoie justement cette constante news. Si jamais je n'ai pas accès à cette constante, et bien on va dire un petit texte que news est indisponible. Et deuxième étape, on va maintenant récupérer les news lorsqu'elles sont accessibles. Donc on va faire un promise get news, .zen pour récupérer l'action du resolve. Donc on va récupérer non pas le U, mais on va dire des news, donc N. Alors ensuite on va recréer une boucle, donc pour le tableau N, on va récupérer new quelque chose. Alors attention, new c'est un mot clé de JavaScript. On va peut-être pas l'appeler new, on va l'appeler actu par exemple. Donc let actu, et on va du coup faire actu. Enfin, je crois que je l'avais appelé ça title. Du coup, je ferme la liste à puces. Ensuite, je remets la liste, donc pas par contre dans dièse users, mais dans dièse news par exemple. Il va falloir aller créer ce dièse news dans la partie HTML. Donc, on va faire l'id news. Voilà, j'enregistre tout ça. Et si je retourne maintenant dans ma page web, j'ai bien accès aux utilisateurs et aux actus. Mais là où le code est mieux écrit pour nous, finalement, c'est qu'on se prémunit de différents bugs ou de différents temps de latence dans notre code. Si jamais, par exemple, je commentais maintenant l'accès, alors je vais faire un petit entrée ici, je commentais le chargement du fichier users.js, donc je n'ai plus accès aux utilisateurs au niveau de mon chargement, et bien si je retourne sur la page web, je n'ai accès du coup que aux news, et les news marchent quand même. Alors par contre on voit que dans la console ici j'ai une erreur au niveau de users is not defined. Donc j'ai dû faire une petite bêtise quelque part. Alors on va aller voir, donc ça doit être au niveau de la fonction si. Ah oui, forcément, parce que undefined, c'est le type de la variable users. Donc il faut tester le type de la variable et non pas le contenu de la variable. Donc c'est type of de user. Donc si le type de users n'est pas égal à undefined, dans ce cas-là, notre promesse fonctionne et on renvoie l'utilisateur. Et du coup, je suppose que j'ai fait la même chose en bas, oui, ici. Donc c'est si le type of de news n'est pas égal à undefined, dans ce cas-là, on résout notre promesse. Voilà, donc j'enregistre tout ça, je retourne dans ma page web, j'ai bien toujours accès aux actus, mais il me dit que les users ne sont pas disponibles. Alors, dernière petite chose, souvent sur Internet, vous allez trouver une écriture un petit peu plus sophistiquée, c'est-à-dire que quand on appelle des zen, des catch ou des promesses, on voit qu'à chaque fois, on fait appel à des fonctions anonymes. Or, des fonctions anonymes, on avait dit qu'on pouvait les écrire avec un système de fonctions fléchées. Donc souvent, vous allez trouver sur Internet des écritures en fonctions fléchées, ce qui va simplifier un petit peu la lecture de tout ce code-là qui est quand même un petit peu long et un petit peu lourd à lire. Donc si j'ai essayé de simplifier un petit peu tout ça, je retourne tout en haut. Donc au niveau de ma promesse de getUser, ici je fais appel à une fonction anonyme qui a deux paramètres, le resolve et le reject. Donc ici je pourrais directement enlever le mot-clé function et mettre entre parenthèses juste le resolve et le reject. Du coup derrière je fais appel à une petite fonction fléchée, j'ouvre les accolades et je mets tout ce qui est dedans. Ensuite,
Au niveau du zen, eh bien pareil, je fais appel à le mot-clé function, mais je pourrais directement juste récupérer même le U. Alors là, j'ai qu'un seul paramètre, donc j'ai même pas besoin des parenthèses. Donc dans ce cas-là, on récupère le U et je fais une fonction fléchée derrière qui va me faire les actions donc de créer la liste et de l'afficher dans la page. Pareil pour le catch, je récupère juste l'erreur, donc le E, et je récupère avec la fonction fléchée le console.log de E. Et ainsi de suite. Du coup, ici, je n'ai plus besoin du mot-clé function. Il faut que je mette une petite flèche derrière par contre. Et pareil, au niveau des news, je n'ai plus besoin de la fonction anonyme. Je récupère juste le n qui me désigne le tableau de news. Je fais une petite fonction fléchée derrière. Et pareil pour l'erreur. Je récupère l'erreur, je fais une fonction fléchée derrière. Donc voilà, c'est une autre sorte d'écriture. Petite chose aussi, tiens, sur les fonctions fléchées, c'est que quand on n'a qu'une seule action à faire derrière la fonction fléchée, on n'a pas besoin des accolades. Donc ici, je pourrais même simplifier ici. Je pourrais enlever cette accolade-là et cette accolade-là. Et du coup, je pourrais encore simplifier un petit peu l'affaire en enlevant le saut de ligne, quelque chose comme ça. J'ai plus besoin de choses comme ça. Alors, je vais copier-coller cette ligne-là juste au-dessus. Voilà, donc quand ça ne va pas, on attrape l'erreur et on fait le console.log de l'erreur. Voilà, donc je l'ai écrit d'une façon un petit peu plus verbeuse au départ pour bien vous faire comprendre que c'était des fonctions et qu'on récupérait des objets dans les paramètres de la fonction anonyme. Mais vous n'hésitez pas du coup à utiliser ce système de fonctions fléchées. Je trouve ça plus simple du coup à lire et puis à écrire. Vous retrouvez beaucoup de codes sur internet qui sont écrits comme ça avec des fonctions fléchées lorsque l'on utilise des promesses. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur la découverte des promesses. J'espère que ça n'a pas été trop théorique pour vous. C'est pas un sujet facile à appréhender au départ. Vous inquiétez pas, hein, c'est normal. Ça sera peut-être plus parlant pour vous dans la prochaine vidéo. Là, on verra une vraie application un petit peu plus sophistiquée avec la découverte de l'API Fetch. Voilà, je vous invite toujours à mettre un petit pouce si vous avez bien aimé, à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche à côté pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour mettre en pratique un petit peu tout ça.